Nous sommes tous très heureux, je pense, de nous retrouver pour cette matinée que nous allons espérer quand même assez joyeuse, je pense. Michel nous a quittés le 14 novembre et nous avons demandé tout de suite à la Société mathématique de France de s'associer avec l'association Femmes et Maths et avec l'Institut Henri Poincaré pour organiser une matinée d'hommage. Et donc, voilà. Hommage est un mot peut-être qu'elle n'aurait pas aimé, je ne sais pas. Mais nous allons en tout cas parler de Michel pendant cette matinée. Nous allons en parler de différentes manières. Nous allons parler évidemment de son rapport aux mathématiques. Nous allons aussi parler de Michel écrivaine et de Michel historienne et aussi Michel militante, personne engagée à différents points de vue. Donc, nous allons commencer par une lecture d'un texte de Michel par Claude Sabat. Donc ce texte Maths et pratique, 99 notes préparatoires, c'est un texte, c'est une présentation que Michel a faite par elle-même il y a environ 2 ans et demi, de l'autre côté de la rue d'Ulm, à l'annexe du Collège de France, lors d'un colloque là-bas. Les illustrations sont de Juliette et moi, et pour respecter l'horaire, j'ai supprimé une vingtaine de notes, mais il y aura quand même une note posthume heuristique à la fin. Ces notes sont autobiographiques, donc plutôt post-paratoires. Le titre est inspiré d'assez loin, puisque ces notes sont bien plus bavardes, des notes préparatoires de Frédéric Fortet. En réponse à une question que l'on m'a posée lors de la présentation orale, 99 est un nombre de Queneau, aussi celui de ses exercices de style et aussi celui des chapitres de la vie mode d'emploi de Georges Perec. J'y parle de mathématiques, de littérature et aussi de mon syndrome de l'imposteur, EURE, et de ceux, aucun mot masculin de ce texte n'est neutre, qui m'ont aidé à le cultiver. Feuerbach, dans un triangle, le cercle de l'air est tangent au cercle inscrit et exinscrit. Ma mère, professeure de mathématiques, me dit qu'il faut utiliser des inversions pour le démontrer. Apprendre un concept nouveau pour démontrer un théorème, mon premier accomplissement en mathématiques. Dans mon livre de maths de 6e, il y avait un chapitre d'astronomie. Orientation en 3e. Je veux écrire des romans, donc aller en section littéraire. Le prof de français, tu vas en C, comme ça tu pourras écrire des romans. En première, je découvre et adore les structures dans les mathématiques modernes. Et plus tard, les filtres et les ultrafiltres. À l'université, je choisis un cours intitulé « Cohomologie de deux rames des variétés différentielles » parce que c'est le seul dont j'ignore tous les mots du titre et que je leur trouve de l'élégance. Orsay, on ne s'appelle pas des doctorants, on n'a pas de bureau, on travaille à la bibliothèque. Quand quelqu'un s'approche de moi, je cache ce que je fais et je me cache derrière mes cheveux pour qu'on ne voit pas comme je suis mauvaise. Orsay, séminaire de topologie. Quelqu'un pose une question. Réponse, c'est trivial. Ce que j'appelle le style Orsay, requalifié d'arrogance par un de mes collègues étrangers. Genève, séminaire. J'apprends des mathématiques et que l'on, ce on m'incluant, peut poser une question et obtenir une réponse. Le premier mathématicien qui m'invite à parler dans son séminaire est une mathématicienne, Paulette Lieberman. Mon premier exposé dans un colloque à l'étranger. Un de mes collègues demande à Y, la lettre Y désigne dans ce texte tel ou tel mathématicien, pas toujours le même, au masculin comme le chromosome du même nom, dont je n'ai pas souhaité faire apparaître le nom. Un de mes collègues demande donc à Y d'écrire une lettre de recommandation pour moi. Y refuse. On va croire que j'ai couché avec elle. Au fil des séances d'un même fabuleux séminaire, je découvre simultanément les courbes pseudo-holomorphes et la tarte au saumon et aux épinards. Varsovie, 1983, mon seul congrès international des mathématiciens. Occasion alors unique de rencontrer certains collègues russes. Moscou, 3 ans après, exposé au séminaire Arnold. La chose la plus difficile et une des plus stimulantes que j'ai faites de toute ma vie professionnelle. Moscou, 3 ans après. Moscou, un collègue me raccompagne à l'aéroport en taxi avec un bouquet de roses. 1986, l'ENS se ferme aux étudiantes.
Un peu après, je participe à la fondation de l'association Femmes et Mathématiques. Un mathématicien strasbourgeois me dit que son université recrute un professeur et me suggère d'être candidate. Je ne suis pas assez bonne, je le sais, je fais un dossier pour lui faire plaisir. Strasbourg, candidate à un poste de professeur, je dîne avec plusieurs pontes locaux. L'un d'eux me dit « Je ne sais pas si nous sommes mûrs pour recruter une femme ». Je me demande toujours en quoi ces problèmes de maturité me concernaient. Je suis nommé professeur un 1er avril, effet sur mon syndrome de l'imposteur. Je lis un livre d'un rayon du bas de la bibliothèque assise par terre. Un de mes collègues me dit qu'un professeur d'université ne s'assied pas par terre. Alors, les livres du bas sont réservés aux étudiants ? Je profite d'un congé de maternité pour écrire mon premier livre, The Topology of Torus Sections. Pas tout à fait. Il y avait eu ma thèse avant, cobordisme d'immersion lagrangienne. Dans le tout premier carton d'archives que j'ouvre, je trouve une note du mathématicien Jacques Feldbaud, parue sous le seul nom d'Eresman, parce que l'Académie des sciences a rayé son nom comme auteur. J'écris un article dans lequel je montre comment des scientifiques français ont empêché leurs collègues et compatriotes juifs de publier pendant l'occupation. Séminaire Bourbaki. Je parle de cohomologie quantique. Pendant l'exposé, Y au 2e rang, en fait là exactement, Y au 2e rang ouvre son journal, le déplie et le lit. C'est aussi ça le style Bourbaki. Je ne crois pas qu'il y ait une relation d'ordre total sur l'ensemble des mathématiciens. Les probabilités ne faisaient pas partie du choix bourbachique. Cela n'a pas aboli le hasard. S'écarter des dogmes sous toutes leurs formes. 2009, plusieurs manifestations avec de nombreux collègues contre un décret Pécresse. Puis chacun rentre dans son bureau et s'emploie à utiliser ce décret à son profit. En accord avec le directeur de collection, je passe beaucoup de temps à préparer un très gros livre sur un des premiers séminaires de mathématiques parisiens pour lequel j'ai trouvé des archives ignorées. Le directeur se défile et le responsable des publications me donne une non-réponse que je recommande comme un modèle de lâcheté institutionnelle. Le livre sur le séminaire Julia est cependant en ligne. Après la correspondance entre Henri Cartan et André Weil, c'était une autre contribution à l'histoire et à la préhistoire de Bourbaki. Je passe à autre chose. J'ai écrit une biographie presque terminée du mathématicien Élie Cartan. Mais l'idée de rechercher un éditeur m'a tant dégoûté que le texte continue à traîner au fond de mon disque dur. Les difficultés inhérentes à la sociologie des mathématiciens, harcèlement, médisance, calomnie, ragot, n'ont jamais vraiment réussi à me gâcher le plaisir des mathématiques elles-mêmes. Il m'est arrivé de considérer l'amphithéâtre, dans lequel je démontrais à mes étudiants le théorème de Cauchy, comme un abri anti-atomique. Les radiations m'attendaient à la sortie. Des années après mon émerveillement d'étudiante devant le prélude sur la fonction exponentielle dans le livre d'analyse de Rudin, je découvre que la définition de pi sur 2 comme le premier zéro positif de la fonction cosinus est l'archétype de ce que les nazis qualifiaient de mathématiques juives et le prétexte qui leur a fait boycotter les cours d'un mathématicien aussi important et brillant qu'Edmund Landau. J'ai appliqué la contrainte « pas un cours sans un imparfait du subjonctif », sans que les étudiants de mon amphi le sucent. Qu'ils ne le sucent pas, cela a été confirmé par un de ses ex-étudiants lors de la présentation orale de ce texte. Mais soyons logiques, cela ne confirme pas que je l'ai fait. Un académicien des sciences, Henri Cartan, m'a appris dans ma jeunesse que dans soit A et B, on écrit soit au pluriel, comme fait Marcel Duchamp pour donner dans étant donné 1, la chute d'eau, 2, le gaz d'éclairage. J'ai œuvré à extirper les adverbes superfétatoires des rapports de soutenance et ainsi abréger les délibérations des jurys de thèse auxquels j'ai participé. J'ai écrit un seul de mes articles de recherche en collaboration avec Robert Silol, une belle idée que nous avons testée sur un exemple de la toupie de Kovalevskaya. 1994, réception à Cambridge, chez Cambridge University Press. Après 2 verres d'un robuste vin rouge australien, je réussis à refuser d'écrire un livre sur « The Life of a Mathematician », c'est moins genré en anglais,
Mais je m'entends proposer moi-même d'en écrire un sur les toupies, ce que j'ai fait. Il a même été traduit en japonais et en russe. Encore au XXe siècle, j'écris un livre de géométrie pour les préparations à l'agrégation. Pensant à mes étudiantes, j'alterne les mots lectrice et lecteur. Le livre, repris par une autre maison d'édition, la responsable m'appelle. Vous écrivez parfois « la lectrice ». Est-ce volontaire ? Je me demande toujours comment cela aurait pu ne pas l'être. Dès la parution de la première édition, j'ai reçu assez souvent des messages d'étudiants qui se plaignaient de se sentir exclus, sans plus de commentaires. Je dis à une brillante jeune collègue que je referai une tarte au chocolat quand elle passera son habilitation. Elle fait des tas de choses en suivant son mari, mais pas la carrière de celui-ci. Je ne refais pas de tarte au chocolat. J'ai toujours détesté qu'une femme fasse un mauvais exposé. Invitée au Japon, je fais inviter aussi une doctorante. Ainsi, je ne suis pas la seule femme de ce colloque. 20 ans plus tôt, j'ai participé à un colloque de topologie algébrique à Barcelone, où j'étais la seule femme. Dans la plupart des colloques et congrès auxquels j'ai participé, il y avait au moins 2 femmes, quelquefois même un peu plus. J'ai porté une fois une toge pour un doctorat honoris causa et pour une docteure que j'avais moi-même proposée, Djuza Macduff. J'ai écrit un article sur mathématiques et littérature bien avant d'être membre de l'Oulipo. J'ai nagé sur le dos la nuit dans une piscine d'eau salée au Vietnam avec, parallèlement, un mathématicien néerlandais. Grâce à Jean-François Perret, homme de théâtre, et à son spectacle « Le cas de Sophie K » en 2005, je me suis senti libre de m'intéresser aussi aux aspects non mathématiques de la vie de Sofia Kovalevskaya. Pourquoi a-t-on tant de mal à affirmer que Sofia a fait de très bonnes mathématiques ? Le plus surprenant dans la réputation de Sofia, c'est le mal que lui a fait son amie Anne-Charlotte Leffler, en la décrivant comme une femme malheureuse, au moment où elle était le plus heureuse, dans une biographie toujours publiée avec les souvenirs d'enfance de Sofia elle-même. « Gardez-moi de mes amis ». La façon dont l'écrivaine A.S. Byatt présente le procédé diagonal de Cantor dans son roman « Une femme qui siffle » m'a fait regretter qu'elle n'ait rien écrit sur Sofia. Alors je l'ai fait pour elle. J'adore les cosmicomics d'Italo Calvino et je n'ai pas résisté à en écrire un mettant en scène Sofia étudiant les anneaux de Saturne. Ces 2 pastiches, Byatt et Calvino, sont dans mon livre « Souvenirs sur Sofia Kovalevskaya ». J'ai eu beaucoup de mal à trouver un éditeur pour ce livre sur Sofia qui n'entrait dans aucune case. Je le vois comme un manifeste pour la considération en un tout des mathématiques, de l'histoire et de la littérature. Si l'éditeur de ce livre a fait peu d'efforts pour le vendre, celui de mon livre sur Jacques Felbeau en a fait beaucoup pour ne pas le vendre. Mais ils ont été traduits, l'un en anglais, l'autre en allemand. Avant un exposé, je dis à un des meilleurs spécialistes de dynamique complexe que je vais montrer un ensemble de Julia qu'il n'a jamais vu. Regard légèrement supérieur. Pardon. Regard légèrement supérieur. Je le fais. Regard stupéfait. Je suis allé une seule fois en Afrique noire, au Burkina Faso. Malgré un confinement dû à un coup d'État, nous avons réussi à faire des mathématiques. Correspondance nauséabonde entre 2 mathématiciens, un Français, collaborateur, et un Allemand, nazi, pendant l'occupation. Les ayants droit, l'ayant le droit de m'en empêcher d'en parler, j'écris un roman, 121 jours. Lorsque je suis coopté à l'Oulipo, on me demande de fournir des contraintes mathématiques. J'écris un récit, Mais qu'est Conti, qui suit la démonstration du théorème de Pascal sur les coniques. J'utilise la permutation spirale, inventée avec la sextine pour écrire des poèmes, pour écrire de la prose, dans Une vie brève, 121 jours, comme une rivière bleue. J'ai réfléchi au nombre dans les versions françaises et anglaises du Dépeupleur de Beckett. J'ai écrit un texte pour une transformation rationnelle de la littérature, inspirée par ce que les mathématiciens appellent des transformations rationnelles, éclatement notamment. Je suis parti à la retraite le plus tôt possible. Cela m'a fait virtuellement perdre de l'argent et cela a fâché quelques mathématiciens que j'ai dit publiquement que j'en gagne assez. Je n'ai pas décidé d'arrêter de faire des mathématiques. C'est arrêter de parler avec des mathématiciens qui m'a fait insensiblement arrêter les mathématiques. À la demande d'un comité français de mathématiciens, l'Oulipo produit un livre, Paris Maths,
pour un congrès international des mathématiciens qui ne s'est pas tenu à Paris, ni même ailleurs finalement. Pour ce livre, j'ai écrit, entre beaucoup d'autres, un poème sur la rue Desargues, commandé par et illustrant un théorème de Desargues. Je découvre que, à l'Oulipo, on ne lit pas « appartient à » le signe sur la couverture d'un livre de Jacques Roubaud, comme le font les mathématiciennes, mais signe d'appartenance en théorie des ensembles, ce qui est certes plus distingué, à défaut d'être plus clair. J'ai écrit avec un collègue un article d'histoire des mathématiques qui a eu un certain succès. Nous y racontions la mort d'Évariste Galois le 1er avril 1871, alors qu'il venait de démontrer l'hypothèse de Riemann. Avec la conservatrice des archives de l'Académie des sciences, nous ouvrons une lettre de mathématicien extraite d'un carton non inventorié. Je pleure en lisant pour les historiens. La même chose m'arrive des années plus tard avec le premier article d'Eugène Varlin. Pour compter les morts de la semaine sanglante, j'ai recherché et consulté de nombreux documents d'archives. C'est ce que tout historien aurait fait mieux que moi. Puis j'ai fait des additions, ce que n'importe qui aurait pu faire, voir la semaine sanglante. J'ai participé à l'écriture d'au moins un livre pas très drôle sur l'homologie de Fleur. Mais mon co-auteur et moi-même avons bien rigolé en l'écrivant. J'ai fait aussi des conférences à tous les niveaux dans lesquelles il y avait des soucoupes volantes, caustiques, puis des toupies, systèmes intégrables, et Sofia Kovalevskaya, puis la permutation spirale, sextine, même une fois devant une classe de 6e. Réintégrer les mathématiques dans la culture, c'est une question de démocratie. J'ai parfois eu l'occasion de lire quelques phrases de Proust sur l'inévitable petit pan de mur jaune de la vue de Delft dans La prisonnière, au cours d'exposés de mathématiques. J'ai écrit un roman historique, comme Les Trois Mousquetaires, La formule de Stokes roman, dans lequel chaque chapitre comporte une formule de mathématiques. L'héroïne en est d'ailleurs une formule. Démontrer la formule de Stokes à de vrais étudiants est une performance théâtrale, une seule en scène très jubilatoire. J'ai imaginé des préoccupations géométriques à Italo Calvino et je les ai racontées dans une conférence à Rome. Voilà. Et maintenant, une note posthume horistique. J'ai parfois eu l'impression que, bien malgré moi, je servais de faire-valoir. Voilà. Merci beaucoup.